Chers élèves, bonjour. Après avoir étudié la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et sans fleurs, on va voir dans cette séance les cycles de développement chez les plantes. On va commencer tout d'abord, au cours de cette leçon, par une introduction et une problématique. Donc le cycle de développement, on va définir ce que c'est qu'un cycle de développement. C'est une période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. Donc la problématique qu'on va se poser, quelles sont les caractéristiques du cycle de développement chez les plantes qu'on a vu dans les leçons précédentes. Donc on va commencer, bien sûr, avant d'entamer les cycles de développement, on va vous donner quelques notions nécessaires pour la compréhension et la réalisation de ces cycles de développement. Comme il a été déjà dit, le cycle de développement résume sous forme d'un schéma les événements de la vie complète d'un organisme vivant. Les phases, ou bien ces phases intègrent la connaissance de notions suivantes. Et d'ailleurs, ce sont des notions déjà vues au cours des cours précédents. On va traiter en l'occurrence l'œuf, la notion de l'œuf, ou bien zygote, c'est la même chose. C'est une cellule diploïde à 2 chromosomes, tout simplement parce qu'il est issu de la fécondation, c'est-à-dire de l'union de 2 gamètes haploïdes. Un gamète, c'est quoi un gamète? Un gamète, c'est une cellule reproductrice qui est haploïde à N chromosomes. Maintenant, le spore. Le spore est une cellule haploïde, également c'est une cellule haploïde issue de la méiose et donne naissance par des mitoses, par la germination à un nouvel individu. Le gamétophyte, maintenant la notion de gamétophyte, c'est une plante haploïde, c'est-à-dire à un chromosome, et qui produit des gamètes issus de la germination des spores. Maintenant le sporophyte, c'est l'inverse, c'est une plante qui est diploïde, 2N, et qui produit des spores haploïdes correspondant en général à la plante feuille. Les 2 phénomènes fondamentaux dans un cycle de reproduction sont la méiose et la fécondation. Bon, la méiose, c'est le processus de double division cellulaire, c'est-à-dire la division réductionnelle et équationnelle, qui se fait à partir d'une cellule mère diploïde, et on obtient en fin de compte 4 cellules filles haploïdes, comme on le voit sur le schéma. Donc on a une cellule mère diploïde à 2 chromosomes, qui va subir une première et une deuxième division pour donner 4 cellules filles haploïdes. Et par la suite, la méiose, donc, elle assure le passage de l'état diploïde à l'état haploïde. Maintenant, la fécondation. La fécondation est le stade de la reproduction sexuée qui consiste en une fusion des gamètes haploïdes, c'est-à-dire gamètes mâles et gamètes femelles, en une cellule nommée zygote ou œuf diploïde à 2N, comme on le voit, comme on va l'illustrer sur ce schéma. On voit ici un gamète mâle N chromosomes, c'est-à-dire haploïde, représenté avec, pour faciliter bien sûr la représentation, bien le schéma, avec 2 chromosomes. L'autre gamète femelle également haploïde à 2 chromosomes, avec 2 chromosomes. Lors de la fécondation, la fusion des 2 noyaux, on va voir une zygote diploïde 2N qui est égale à 4. Donc la fécondation assure le retour à l'état diploïde et la stabilité bien sûr du karyotype chez l'espèce. Bien sûr, maintenant on va entamer
notre volet qui est la réalisation du cycle de développement. Bien sûr, tout cycle comprend une phase au cours de laquelle les cellules sont diploïdes, donc diplophase, et une phase au cours de laquelle elles sont haploïdes, donc c'est haplophase. La phase haploïde, on va la représenter par un seul trait, comme il est mentionné ici. La phase diploïde sera représentée par deux traits, pour montrer deux N chromosomes, ici un chromosome. Donc la durée, relative, il faut le mentionner, la durée relative des phases haploïdes et diploïdes sont très variables, bien sûr, d'une espèce à une autre, ou bien. Donc on va entamer maintenant, en se basant bien sûr ces concepts qu'on vient de voir, on va entamer les différents cycles de développement. Il va commencer par le cycle de développement des angiospermes. Donc on a ici, si vous voulez, un schéma qui va nous montrer, ou bien sur lequel on va se baser pour montrer le cycle de développement des angiospermes. On a ici une fleur, qui est bien sûr bisexuée, qui contient les organes mâles et les organes femelles. Donc on va il y a ici une bifurcation, si vous voulez, une flèche qui va nous montrer le devenir des organes mâles et l'autre le devenir des organes femelles, ce qui se passe au niveau des organes mâles. Donc au niveau de l'antère des étamines, la cellule mère des grains de pollen va subir qu'il y ait une microspore, va donner par méiose une microspore, donc la cellule mère des microspores va donner une microspore haploïde qui va subir une mitose pour donner deux cellules génératrices et cellules végétatives qui vont s'organiser bien sûr pour former le grain de pollen qui est un gamétophyte mâle puisqu'il est issu d'une cellule haploïde. Bien sûr, on va voir après que le grain de pollen, après la pollinisation, va se déposer sur le stigmate distyle pour rencontrer le gamète femelle contenu dans l'ovule, au niveau de l'ovaire. Donc maintenant, on va voir la formation des gamètes femelles. Donc le gamète femelle se forme au niveau de l'ovule contenu dans l'ovaire. Donc la cellule mère des macrospores va subir une méiose pour donner 4 cellules haploïdes qu'on appelle des mégaspores. Donc 3 vont dégénérer, une va subir 3 mitoses pour donner 8 noyaux qui vont s'organiser pour former le sac embryonnaire. Donc le sac embryonnaire, c'est une structure qui est haploïde et forme ce qu'on appelle le gamétophyte femelle. Donc là, il faut mentionner une chose, c'est que les gamétophytes sont réduits chez les angiospermes. C'est pas comme chez les fougères ou bien les mousses, qui sont des plantes feuillées bien caractérisées. Ici, sont très réduits. Donc, au niveau des sacs embryonnaires, comme il a été déjà mentionné, on va trouver, ou bien il y a l'oosphère qui forme le gamète femelle à N chromosomes. Donc, après la formation, bien sûr, des gamètes mâles et femelles, comme vous le voyez ici, et après le dépôt des grains de pollen et sa germination, donc le type pollinique va véhiculer, si vous voulez, le gamète mâle jusqu'à l'ovule où on va assister à la fécondation, un processus de double fécondation qui est caractéristique des angiospermes. Après la fécondation, on va voir deux zygotes, la formation de deux zygotes. Un zygote à 2 N chromosomes, et un zygote, si vous voulez, triploïde qui va donner l'œuf accessoire. Développement des zygotes principal va former l'embryon qui sera contenu dans la graine. Après sa germination, bien sûr, la graine va nous donner une nouvelle plante qui va former des fleurs et ainsi le cycle sera bouclé et on va passer à un autre cycle chez les angiospermes. Donc on peut résumer
On dit sinon, si vous voulez, le cycle chromosomique chez les angiospermes. Donc, on va commencer par, si vous voulez, par le zygote qui est diploïde parce qu'il est issu de la fusion de deux gamètes haploïdes. Donc, l'embryon, logiquement, puisqu'il est issu de l'ovule, plutôt de l'œuf ou bien du zygote, donc il est diploïde. L'embryon va donner une plante feuillée qu'on appelle le sporophyte et qui est diploïde comme on le voit ici. Donc après différenciation de la fleur et formation des étamines et des carpelles, ces derniers vont subir au sein de ces organes, on va assister au phénomène de la méiose qui va donner des cellules reproductrices, des gamètes qui sont haploïdes. À savoir qu'ils sont ils vont former le grain de pollen sac embryonnaire, qui vont donner les gamètes mâles qui vont se rencontrer pour fusionner et donner un zygote. Ici, à partir de ce cycle, on voit que la présence de deux phases, une phase diploïde qui est représentée par la plante feuillée et la phase haploïde qui est représentée par les deux gamétophytes mâles et femelles. On voit ici ils sont séparés, le gamétophyte mâle et qui sont très réduits au niveau du grain de pollen et au niveau du sac embryonnaire. Et par la suite, on aura un cycle de développement qui est diplo et haplophasique avec réduction de la phase haploïde qui est représentée, comme je disais, par le grain de pollen et le sac embryonnaire. Donc, on peut dire que le cycle de développement des angiospermes, elle est dégénétique, c'est-à-dire qu'il est formé par deux générations, une génération haploïde, à savoir la plante feuillée, et une génération haploïde formée par le grain de pollen et le sac embryonnaire. Donc, on parle d'un cycle qui est dégénétique, diplophasique, qui est représenté par le sporophyte, c'est-à-dire la plante feuillée, et par les gamétophytes, c'est-à-dire le grain de pollen et le sac embryonnaire, avec bien sûr alternance des deux phases haploïde et diploïde. Maintenant, on va passer au cycle de développement chez les végétaux inférieurs. Avant d'entamer ça, il faut dire ou bien il faut mentionner que le cycle de développement chez les gymnospermes, c'est à peu près, c'est le même que chez les angiospermes. Donc, pour ne pas, pour gagner un peu de temps, on va pas le traiter, on va passer directement à d'autres types de plantes, à savoir les plantes inférieures. Donc, on va commencer par le cycle de développement des fucus. Donc le fucus, comme on le voit ici. Donc on a ici un fucus adulte. Il est issu du zygote, donc il est diploïde. Donc le zygote qui est formé à partir de la rencontre, la fusion des gamètes mâles et femelles. Donc il est diploïde. Donc par un ensemble de divisions mitotiques, on va avoir des amas de cellules qui vont se différencier pour former un jeune fucus. Après sa croissance, on aura un fucus adulte qui va, à une certaine époque de l'année, va différencier des organes sexuels, à savoir le conceptacle mâle et le conceptacle femelle. Jusqu'à maintenant, tout est diploïde. Donc, au sein des conceptacles, on va trouver des entéridies, des organes qu'on appelle des entéridies. Au sein des conceptacles femelles, on va trouver des oogones. À l'intérieur des entéridies, il va se passer le phénomène de méiose. Les cellules mères des gamètes vont subir le phénomène de méiose. Donc, ils vont former, comme on le voit ici, elle est reconnue par son aspect, la présence des flagelles. Donc, elle va former des gamètes mâles, c'est-à-dire des entérozoïdes. À l'intérieur de l'oogone, la cellule mère, une cellule mère va subir une méiose pour donner un ensemble de cellules haploïdes qu'on désigne par l'oosphère, haploïde également. La fusion des entérozoïdes et l'oosphère va nous donner un œuf, suite à la rencontre des noyaux de l'entérozoïde et de l'oosphère, par le phénomène de fécondation, va nous donner un zygote. Donc, lors du cycle de développement de fucus, on voit deux phases, une phase diploïde et une phase haploïde.
Lors du développement du fœtus, on voit que la majorité, la phase la plus importante lors du développement, elle est diploïde. Par contre, la phase haploïde, elle est limitée, si vous voulez, chez les gamètes. Hein. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'un cycle qui est monogénique, c'est-à-dire formé par une seule génération, hein, qui produit des gamètes. Donc, c'est une génération, si vous voulez, gamétique, hein, donc qui produit des gamètes. Hein. La phase haploïde, elle est limitée aux gamètes, donc on a un cycle donc on a un cycle, si vous voulez, non, je m'excuse, il y a une petite erreur là. Donc, si vous voulez, on a, voilà, le cycle propre pour le fœtus. Donc, on voit ici que la majorité de la phase, ou bien la phase la plus dominante, c'est la phase diploïde. Hein. Par contre, la phase haploïde, elle est limitée à la formation des gamètes. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle monogénétique, c'est-à-dire formé par une seule génération, et diplophasique, parce que la phase la plus dominante, c'est la phase diploïde. La phase haploïde, elle est limitée à la formation des gamètes. Donc, en conclusion, on peut dire que seuls les gamètes sont haploïdes, et la fécondation suit immédiatement suit immédiatement la méiose. Donc le fœtus est diploïde durant toutes les phases de son cycle. Donc on a un cycle qui est diplophasique. Maintenant on va voir le cycle de développement chez un autre type de végétaux. Il s'agit en l'occurrence de la spirogyre. La spirogyre, vous l'avez déjà vu, hein. Donc c'est une algue filamenteuse, comme vous le voyez ici. Hein. Donc sa caractéristique, c'est qu'il est haploïde. Donc les filaments sont formés par des cellules, si vous voulez, haploïdes, donc à un chromosome. Lors de la fécondation, donc, il est impératif qu'il y aura rencontre entre deux filaments. Un filament, on va le présenter plus, et l'autre moins, si vous voulez. Hein. Donc, lors de la reproduction, comme vous le voyez ici, il y a formation d'un pont qu'on appelle pont de conjugaison, qui va permettre bien sûr le passage du noyau de la cellule d'un filament vers la cellule de l'autre filament. Et après, on va assister à la fusion des deux noyaux, comme on a dit tout à l'heure, qui sont haploïdes. Donc on aura la formation d'un œuf qui est diploïde. Donc toujours après la fécondation, on aura une cellule qui est diploïde. Immédiatement après la formation de l'œuf, hein, on assiste au phénomène de la méiose. Donc il va nous donner des cellules, si vous voulez, qui sont haploïdes, qui vont germer pour donner un nouveau gamétophyte qui est haploïde. Vous voyez ici que la phase prépondérante, si vous voulez, c'est la phase haploïde, et que la phase diploïde, elle se limite à la formation du zygote. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle monogénétique, tout simplement parce qu'il est formé par une seule génération, et haplophasique, comme qu'il est montré sur ce schéma. Donc, on voit ici que la spirogyre, le filament de spirogyre, hein, il est à un chromosome, c'est-à-dire, il est haploïde. Après la fécondation, c'est-à-dire après la reproduction, si vous voulez, la rencontre des noyaux. Et après la fécondation, on va assister à la formation d'un zygote qui est diploïde. Juste après la formation du zygote, on va assister à la formation des spores qui vont donner un nouvel individu qui est haploïde. Donc le cycle de développement de la spirogyre, elle est très simple. Hein. En ce qui concerne l'alternance des phases haploïdes et diploïdes, la méiose intervient juste après la fécondation. Ceci, il a été déjà dit
lors de l'explication de ce cycle. Donc l'haplophase est ici beaucoup plus important, hein. L'haplophase il est beaucoup plus important, il dure longtemps. Hein, on le montre avec un seul trait, hein. Et par contre est plus important que la diplophase, hein, qui est réduite au zygote. Il s'agit donc d'un cycle qui est haplophasique. Maintenant, on va passer à un autre type, ou bien à l'étude du cycle de développement d'un autre type de végétaux. Il s'agit en l'occurrence des fougères, comme hein, vous les avez déjà vus, hein, les fougères ici, elle est formée par une rhizome, une sorte de tige, hein, c'est une tige souterraine, d'où sortent des feuilles. Donc là, on voit des feuilles, hein, donc des feuilles qui, on a une jeune pousse, hein, là, des feuilles adultes, hein. Donc, ce qu'on remarque lors de la phase de reproduction, c'est la formation dans la face inférieure des feuilles. Là, on est devant une feuille qui est composée, ou bien découpée si vous voulez. Donc, au niveau de la face inférieure de la feuille, on trouve ce qu'on appelle des sporanges. Donc, ce sont des structures qu'on trouve déjà, vous les avez déjà vues le cours, hein. Dans la face inférieure, on trouve des sporanges. Donc, ces sporanges, hein, au sein de ces sporanges, la cellule mère des spores va subir le phénomène de la myose et elle va libérer, hein, des spores, comme on les voit ici. Et donc, puisque ces spores sont issus de la myose, donc logiquement, ils seront haploïdes. Après libération des spores, les spores vont germer et donner un protale. Un protale. Si on essaye de contempler, si vous voulez, ou bien de regarder la face inférieure de ce protale, on va trouver qu'il est formé par deux types d'organes, des organes mâles qu'on appelle des entéridies, qui vont nous libérer des entérozoïdes, c'est-à-dire des cellules haploïdes, hein, c'est logique puisqu'ils sont issus d'un spore qui est haploïde. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est haploïde. Dans la partie un peu loin dans la partie qui est un peu proche, si vous voulez, de la croissance des spores, on va trouver un organe femelle, hein, l'archigone. Au sein de cet archigone, on a une cellule haploïde également qui est l'oosphère. Donc, dans la partie inférieure, si vous voulez, du protale, on trouve des organes mâles et des organes femelles qui vont libérer, ou bien qui renferment des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, en présence de l'eau, bien sûr, les entéridés vont libérer les entérozoïdes, hein. On voit ici les flagelles qui permettent, si vous voulez, à l'entérozoïde de nager dans l'eau pour atteindre, bien sûr, l'organe femelle, l'archigone. Elles vont entrer pour féconder, bien sûr, l'oosphère. On le voit ici, hein. Après la fécondation, on va assister à la formation de l'œuf, hein, qui est diploïde, puisqu'il est issu de la fusion de deux cellules haploïdes. Donc, c'est une cellule diploïde à deux N. L'œuf va subir des divisions mitotiques, hein, il va donner un amas de cellules qui vont former un nouveau pied de fougère, comme vous le voyez ici, mais qui reste, si vous voulez, attaché au protale. Donc, elle est, si vous voulez, elle est parasite sur le protale, hein, surtout pendant les premières phases de développement du jeune fougère. Après, hein, le fougère, le pied de fougère va devenir indépendant, hein. Il y a formation de rhizome, formation des feuilles, donc il devient autonome, donc il sera indépendant du protale. Donc, on peut conclure de ça que lors du cycle de développement des fougères, on assiste à la présence de deux générations, hein, à savoir la plante feuillée formée, ou bien le sporophyte, puisqu'il produit des spores, qui est à deux chromosomes, et un gamétophyte, hein, un protale qui contient à la fois le gamétophyte mâle et femelle, qui est haploïde puisqu'il est issu
de la croissance ou bien de la multiplication d'un spore qui est haploïde. Donc on est devant un cycle à 2 générations. On voit ici des plants de la plante feuillée, c'est-à-dire si vous voulez, de la plante feuillée jusqu'à la formation des sporanges. On a le plante feuillée, il est à 2 chromosomes. Donc cette phase, il est à 2 chromosomes. Après la libération du spore, on a tout ça, c'est haploïde, hein, donc à N chromosomes, et par la suite on a un cycle qu'on va le voir en conclusion, haplo-diplophasique, donc un cycle digénétique, c'est-à-dire qui est formé par 2 générations. C'est pour cela qu'on parle de cycle digénétique, haplo-diplophasique, parce qu'on a les 2 phases presque égales, hein. Voilà, on a un cycle diploïde représenté par le sporophyte et un cycle haploïde formé par le gamétophyte qui sont d'égale importance. C'est pour cela qu'on parle d'un cycle digénétique haplo-diplophasique. Donc il faut mentionner, faut pas oublier de voir l'emplacement de la myose. Donc on voit ici que la myose se place ici au niveau des au niveau des sporanges, hein, pour donner des spores qui sont haploïdes à l'origine des gamétophytes. Et la fécondation, bien sûr, se fait lors de la fusion, la rencontre des gamètes mâles et femelles pour donner un nouveau sporophyte qui est diploïde. Donc on constate au niveau de ce cycle des fougères, l'alternance entre 2 générations et une haploïde et l'autre qui est diploïde. Hein, ces 2 générations sont séparées par la myose et par la fécondation, qui sont distinctes durant ce cycle. Donc c'est un cycle haplo-diplophasique. Donc en résumé, hein, on a essayé de représenter les différents cycles, hein. On va pas les détailler maintenant, et pour vous montrer ou bien pour vous rappeler si vous voulez les différentes. Donc on a ici un cycle monogénétique haplophasique. Donc là on voit que la myose elle suit la fécondation, hein. Seul le zygote est diploïde. L'organisme forme un gamétophyte qui est haploïde. Là, on a un cycle monogénétique formé par une seule génération, mais diplophasique. C'est le contraire de ce cycle-là. Donc, la fécondation, il suit la myose. Seuls les gamètes sont haploïdes, donc l'organisme, il est diploïde. Maintenant, ce cycle, si vous voulez, c'est l'association des 2, si vous voulez. C'est un cycle qui est digénétique, c'est-à-dire qui est formé par deux générations, haplo-diplophasique. Donc, les spores subissent la germination par mitose et aboutissent à un gamétophyte qui est à un chromosome haploïde mâle ou femelle. Le zygote, subit la germination par des mitoses et aboutit à un sporophyte qui est 2N. 2 générations, gamétophyte phase haploïde et sporophyte phase diploïde. Avec ce résumé, donc, on va vous dire que dans la séance prochaine, on va traiter un autre mode de reproduction. Il s'agit en l'occurrence de la reproduction asexuée. Et avec ceci, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.